Le lundi 5 juin dernier, Apple a annoncé son casque de réalité mixte, le Apple Vision Pro. Et pour en parler, on reçoit Stan Larocque, créateur de Lynx, un casque de réalité virtuelle français. La question qu'on va se poser ensemble, c'est le casque d'Apple va-t-il réussir déjà à s'imposer? Quelle est la stratégie cachée que très peu de gens, dont très peu de gens ont parlé et que j'ai élaborée en discutant avec l'équipe? Une stratégie qui mettrait en relation, pour moi, dans un futur assez proche, cette technologie de casque avec les technologies de large language model. Tu n'avais pas pu venir, c'est là. Et je vous présenterai ma théorie tout à l'heure. Et sans plus attendre, ça peut être intéressant de revenir sur, de manière générale, qu'est-ce qui était le plus intéressant dans cette annonce. Grosso modo, ils ont annoncé leur casque Vision Pro. Apple s'est enfin lancé, a enfin dévoilé une partie de sa stratégie autour des technologies immersives. C'est ouf, c'est un move incroyable, parce que jusqu'à présent, le visage de l'industrie, c'était Mark Zuckerberg, ce qui est pas ouf, quand on y pense. Donc ils amènent le cool, ils amènent la marque, ils amènent le marketing, ils amènent les usages. Parce qu'en fait, quand tu regardes le casque, il a rien de révolutionnaire, il n'y a pas une technologie cachée, disruptive de dingue. Tu vois, genre, j'ai pas été choqué, bon, je suis très blasé, etc. Mais c'est Et pas... quel usage, du coup, alors? Et bah, du coup, l'usage, c'est que en fait, ils arrivent à un niveau de qualité et de prix, mais donc la qualité du casque te permet vraiment de remplacer l'écran de ton ordi, de ton iPhone, etc. Donc, tu peux vraiment regarder des films dans un home cinéma, tu peux éditer ton document là que tu as sur ton Mac, tu peux lire les textes, tu interagis de manière extrêmement intuitive puisque la qualité de leur suivi des mains et suivi des yeux est au niveau. Et ça, ces petits trucs-là, tu vois, c'est vraiment le point d'inflexion qui fait passer de la VR de « Ah ouais, c'est cool, c'est un peu comme une console, c'est des jeux vidéo » à « Non, en fait, c'est la prochaine plateforme de computing. » Boum, terminé. Tu vois que c'est hyper bien intégré là avec Apple TV. Ils ont amené Disney. Apple, tout de suite, ils débarquent avec le truc clé en main. Et l'usage est ouf. L'usage est incroyable. Moi, ce que j'attendais le plus, en fait, c'est que dans toutes les expériences VR que j'avais testées avant, j'ai jamais été le plus intéressé par le côté jeu vidéo, en fait. Enfin, ouais. J'apprécie, c'est sympa, les sessions étaient sympas, etc. Mais je me suis toujours dit, typiquement, tout ce qui est regarder Netflix sur un écran de 20 mètres alors que tu es dans le train et que c'est le bordel autour de toi, je me suis toujours dit, ce serait génial. Tout ce qui est bureautique, à savoir avoir autant d'écrans, pouvoir interagir avec des contenus ultra complexes et pareil, être dans le train, mettre ton casque et en fait avoir un triple screen en 4K, je me suis toujours dit, c'est ça qui, moi, m'attirerait le plus, en fait. Et tout ce que j'ai essayé qui se rapprochait de ces usages-là, par exemple sur les quests de Facebook, et j'ai toujours été frustré parce que tu regardes ton texte, c'est bête, mais ça paraît rien le texte, ça nous paraît évident que du texte c'est joli à regarder. Mais non, tu regardes du texte sur un quest, tu essaies de faire... Ah mais les pixels ils font la taille d'un immeuble. Mais exactement, tu essayes d'être sur ton Mac ou sur Windows. C'est infect, enfin, tu ne veux pas passer du temps. Pareil pour regarder un film, il y avait des expériences, des prototypes qui permettaient ça d'un point de vue logiciel, mais j'étais toujours sur ma faim. Est-ce que tu crois, Stan, que là, ce qui a été annoncé, ça va me combler? En fait, bon, déjà, il faut qu'on gagne au loto pour se l'acheter, mais au-delà de ça, c'est un casque très haut de gamme et donc qui permet effectivement de faire tout ce dont on rêvait. Et si une boîte comme la mienne ou Meta sortait un casque à ce prix-là, on aurait du mal à le vendre et les seuls qui peuvent vendre un truc à ce prix-là, c'est Apple. Donc je pense qu'ils vont en vendre des hectotonnes. Je pense que... Ah ouais, malgré le prix? Ah ouais. On sait combien ils en fabriquent. Hein. Il y a une dizaine de casques là actuellement en développement qui vont être annoncés fin d'année et début d'année prochaine de la part de très grandes marques. Donc c'est vraiment très cool. Le plus cool dans tout ça, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que ça valide tellement de choses que nous, on a fait chez Lynx. Genre, tu vois, au niveau du casque, de l'usage, etc. On ne fait pas un casque pour les jeux vidéo, tu vois, comme tu dis. Et voilà, il y a plein de trucs. Ça t'a fait plaisir. Ouais, qui m'ont mis en émoi et mon équipe aussi là-dessus. Mais ça, honnêtement, c'est pas forcément intuitif. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, là, Stan, il voit ça, il se dit, le seum. Oups, je suis dans la merde. Et je viens d'avoir le pire concurrent qu'on pourrait espérer finalement. Et en fait, non, c'est vraiment exactement l'inverse qui s'est passé. Parce que si tu veux, le positionnement de leur casque, c'est un casque très cher, déjà qui n'est pas disponible tout de suite. Nous, on est disponible, hein, on peut dire, voilà, c'est cool. Quand même. On sort enfin, on a eu plein de retard avec le Covid, etc. Ouais. Et je suis une boîte comme ça, avec des moyens qui étaient limités. Mais si tu veux, ils sortent un casque très haut de gamme, et du coup, pour les gens qui ne pourront pas se payer, c'est une Ferrari, en gros, qui coûte le prix d'une Ferrari, et pour les gens qui ne peuvent pas accéder à la Ferrari,
Et ben nous, on va leur dire, ah, mais si tu veux une Mercedes ou une BMW, bah viens chez nous, tu vois. On est genre plus de 3 fois moins cher. Il y a plein de trucs très similaires dans l'usage, etc. Tu vas pouvoir faire tout un tas de choses. Et aujourd'hui, nous, on vend plus de casques que ce qu'on est capable de produire. Donc, tu vois, la demande, elle était élevée avant qu'on soit vraiment là. Et là, avec Apple, mais laisse tomber, on passe un bon moment, quoi. Tu vois, les gens me disent, ah ouais, mais Apple est sur ton marché, ils vont tout bouffer, il y a déjà Meta, etc. Mais avoir les miettes d'Apple, mais merci, oui, on y va. Pour revenir un tout petit peu justement sur concrètement les détails, mais à l'intérieur, il y a notamment une puce M2, qui est la nouvelle puce développée. Et c'est ça, un des trucs les plus intéressants, c'est que si tu regardes le casque, tu as l'impression que c'est l'aboutissement de tout ce qu'a fait Apple sur les dernières années. Faire un casque, c'est très contraignant en fait. C'est-à-dire que tu dois mettre un petit ordinateur qui consomme pas trop, parce que la batterie, c'est un énorme problème, qui doit afficher beaucoup de pixels à haute fréquence. Donc c'est un délire. C'est du temps réel. Et c'est du temps réel. C'est très dur à faire. Et donc, c'est pas comme faire du processing de film en 8K où vous avez une semaine. Là, chaque 90e de seconde, si vous voulez un taux de rafraîchissement décent. T'as 10 gigas qui rentrent et qui sortent de la puce, de caméra et d'écran de pixels. Qui tournent en temps réel. Donc en fait, c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Je pense que les casques de réalité mixte, voilà, donc le Vision Pro d'Apple, il y a ceux de Meta, il y a le Lynx R1. C'est un smartphone. En fait, quand tu regardes l'objet, quand tu le prends dans la main, en fait, c'est un smartphone qui a un écran bizarre. Mais pareil, tu vois, il y a plus de caméras. Donc c'est un peu un smartphone très haut de gamme. Il y a juste la batterie à l'arrière pour l'équilibre sur la tête, que tu dois mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est le produit de consumer électronique les plus compliqués jamais conçus et mis sur le marché. Et donc oui, c'est un délire, il y a 300 pièces là-dedans. Le casque d'Apple, donc c'est, je crois, ils ont 13 ou 14 caméras, une puce M2, une puce R1 en plus pour accompagner le temps réel, une lentille lenticulaire devant pour te permettre de voir les yeux et garder le contact social. Ça on verra. Alors ça a été le fait de pouvoir détecter le mouvement des yeux, parce que c'est une des grosses particularités de ce casque. Et c'est un des points d'interrogation les plus importants en VR, c'est l'UX, à savoir comment est-ce qu'on interagit avec l'univers virtuel qu'on a autour de nous. Alors, il y a plein de tentatives, des manettes, du tracking de mains et de doigts, etc. Et plein de trucs qui fonctionnent. Mais on s'est toujours demandé, OK, ce serait quoi la version ultime pour vraiment avoir un contact le moins frustrant possible, avec le moins de friction possible. Et apparemment, les journalistes qui ont testé ça ont été unanimes sur le fait que l'interaction, qui pourrait être un peu effrayante avec les mains et le tracking des yeux, et apparemment, c'est très, très convaincant. C'est-à-dire que il paraît que c'est vraiment très bluffant. Et on a une petite explication de pourquoi c'est aussi bluffant et comment ça se fait qu'il y ait ce sentiment de vous avez à peine mis vos doigts ensemble qu'il y a eu un clic qui a été effectué. On a appris ça sur Twitter. Parce qu'il y a un ancien chercheur de Apple qui a travaillé sur ces sujets pendant assez longtemps et qui a fait tout un thread sur tout le travail de recherche qu'il a fait chez Apple. Et concrètement, c'est un peu de la science-fiction. C'est un peu de la science-fiction puisqu'il expliquait avoir été en mesure de faire de la prédiction de clics. Je crois qu'il arrivait à observer le moment juste avant la décision du clic. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais... C'est de la prédiction de... En fait, c'est vraiment un gros challenge dans notre industrie. Apple a réussi tout un tas de choses, mais c'est un truc qu'on appelle la sensor fusion. Donc, tu as des caméras, un IMU, un accéléromètre, un gyroscope, tu as plein de sensors, et il faut arriver à les faire parler ensemble et inférer un clic, un déplacement, etc., prédire même. Nous, on fait pas mal de prédictions sur le casque, vous verrez. Et donc là, Apple a réussi du coup à faire de la fusion de tous les capteurs. Je pense qu'il y a une vingtaine de capteurs en plus des caméras quand on additionne tout ça. Et c'est vraiment balèze. Donc c'est de la neuro. Enfin, tu vois, il y a vraiment de la neuro derrière. C'est de la neuroscience. C'est balèze. Et la détection en gros, de juste l'anticipation de l'iris au moment où toi, tu te dis, je vais faire ce clic, et là, bam, le truc se produit. Enfin, t'as 2 caméras pour chaque œil. Donc vraiment, t'es à la loupe dans le truc. Nous, pour tout vous dire, on travaille sur des technos de tracking des yeux sans caméra. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais tu vois, pour la vie privée, pour tout un tas de choses. Ouais. Et j'ai testé des trucs là en R&D extrêmement convaincants.
Mais si tu veux, il faut imaginer que c'est le milieu des smartphones en 2010. Genre, l'iPhone 4 va sortir, l'accélération de l'innovation, elle est comme ça. Il y a des milliards sur la table qui sont investis. Il y a toute l'historique du smartphone qui est là. C'est fou ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce qu'après l'iPhone, comme tu le dis, mais surtout sur les premières générations, l'augmentation de fonctionnalités était hallucinante. De ton point de vue, ce sera quoi la version 2 du Vision Pro, en gros? La version 2, on ne va pas l'avoir tout de suite. Parce que c'est des produits qui ont un temps de cycle un peu plus long que le smartphone. Tu vois, le smartphone, là, on est à l'iPhone 14. Je ne sais pas trop faire la différence avec le 13. Effectivement, on arrive sur un plateau d'innovation. La pente des casques, elle va vraiment être comme ça au début. Mais je pense qu'on ne va pas le voir tout de suite. Et nous, dans l'analyse du produit qu'on a fait, de ce qu'on a pu voir, ils se sont heurtés au même challenge que nous. Donc, c'était rassurant pour nous. On se disait, OK, il n'y a pas de formule magique non plus, même si tu Apple. Ouais. Mais tu vois, ils ont un câble. Ouais. Ils ont une espèce de grosse couche culotte à l'arrière. Ils n'ont pas de vision périphérique. Nous, on a la vision périphérique qui est dégagée sur ce casque. On sent qu'ils vont avoir du terrain pour amener des améliorations. Voilà, c'est encore difficile de prédire parce que le leur là ne sort que début 2024. Donc voilà, faut prendre son mal en patience. Et encore, c'est aux États-Unis, en France. Et c'est aux États-Unis, en France, sera probablement en fin d'année 2024 même. Et effectivement, tout ça est possible maintenant. Et il y a une bonne raison, c'est qu'en fait, le développement de ces puces d'Apple Silicon, donc qui ont une particularité, c'est qu'elles consomment très très peu. On dit beaucoup qu'elles sont puissantes, etc. Mais aussi, il y a une consommation électrique qui est ultra opti, ça c'est hallucinant. Ouais. Et tout le reste de ce qu'ils ont développé pour ce casque, c'était maintenant et pas à un autre moment. Et moi, justement, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est que, parallèlement à toute cette discussion autour de la réalité augmentée, de ce nouveau casque d'Apple, il s'est passé des trucs un peu en sous-marin, où je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément fait un rapprochement qui, pour moi, est évident. C'est qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit déçus que Apple n'aille pas sur l'IA et n'ait pas parlé d'un concurrent qui sortirait à ChatGPT et compagnie. Oui, et on se dit, il y a un timing qui est bizarre, Apple, ils sortent ça, mais en fait, en ce moment, tout le monde parle des assistants, etc. Et parallèlement à ça, j'ai vu un tweet d'un gars qui expliquait avoir porté le ChatGPT local sur Metal, donc les puces graphiques d'Apple. Et autour de cette nouvelle, s'est déclenché une grande discussion autour de, ok, si on s'arrête un moment, c'est qui les gens, c'est qui les entreprises les plus avantagées pour se lancer dans l'IA locale et qui respectent la vie privée? Qui fait des puces graphiques, par exemple, qui ont des quantités de mémoire hallucinantes, puisque c'est des puces en fait où c'est la mémoire partagée. Et si vous prenez un M1 Ultra, vous pouvez monter à plus de 90 gigas de mémoire vive. Qui fait ça en interne, n'a pas trop fait de bruit récemment sur l'intelligence artificielle, mais qui, quand on va voir dans le détail sur GitHub des développeurs de l'entité Apple, en réalité sont au four et au moulin et sont à l'origine de plein de projets en sous-marin qui ont permis de faire des intégrations avec Mac. Et donc, il y a ce truc en parallèle où tout le monde est frustré qu'Apple ne sorte rien, alors qu'en fait, on est, je pense, juste avant le raz-de-marée. Pour moi, on est vraiment juste au moment où ils vont pouvoir dire très bientôt que sur ce casque, par exemple, tu as l'équivalent d'un Jarvis local. C'est une puce M2, il y a largement les capacités, par exemple, de faire ce genre de truc. Et là, on rentrerait dans un niveau de puissance hallucinant, parce que imagine ChatGPT qui a conscience de ton environnement, qui peut t'aider constamment sur tout ce que tu es en train de regarder, qui peut faire de l'OCR de tes mails que tu es en train de checker. Et tout ça en local. Tu te fais humilier par ChatGPT, mais en réalité augmentée, chez toi, quoi. C'est ouf. Incroyable. Et donc le casque deviendrait l'interface de ces IA, en fait. Pour moi, c'est une évidence. C'est vraiment évident. Bien sûr. Et j'ai trop hâte. Je pense que c'est impossible de prédire ce que pourrait produire la collision des deux. Si tu veux, nous, on a ce discours, moi j'ai ce discours depuis des années en disant ces casques-là, aujourd'hui ça ressemble à des casques, demain ça ressemblera à autre chose, mais c'est la prochaine interface homme-machine, couplée à ce que tu viens de dire, ouais, et on sait même pas à quoi s'attendre, et c'est hyper excitant, et nous, ça garde notre motivation de travailler là-dedans, quoi. Je te propose une petite démonstration. Ouais, je vais vous l'allumer, ouais. Tu vas nous dire ce que tu vois, tu vas essayer de nous décrire ce que tu vas me décrire. Je vois pas ce que tu vois, par contre je sais que tu nous vois là. C'est très stylé. Ouais. Donc c'est la même technologie que Apple, c'est-à-dire que c'est de la mixed reality. Ouais, exactement. Ils voient à travers des caméras, donc moi j'ai pas une façade envers, donc tu vois. Ça fait des progrès. Tu vois nos caméras. Voilà. Et donc là il y a deux caméras, ce qu'on voit. Je vois parfaitement mes mains. Ok. En gros, pour vous expliquer, je vous décris un petit peu ce qui se produit.
c'est de la réalité mixte, mais très différent de ce que j'avais testé sur le Quest. Et en gros, la grosse différence, si vous avez déjà essayé un Quest ou un truc comme ça, c'est que donc vous avez des caméras qui filment déjà la réalité en couleur, alors que le Quest, c'est un truc un peu bizarre. Mais surtout, le truc le plus fascinant, c'est que la vision périphérique s'aligne avec le... Exactement. Le centre. Donc en gros, il y a une cohérence. Je vois, évidemment, je sens qu'il y a les bords du casque qui sont là, mais je vois absolument aucune distinction entre ma vision périphérique, où là, je peux vous regarder, et là, si je tourne la tête, tu vois. C'est pas du tout comme si... C'est vrai? Exactement. Et tu vas l'essayer juste après. Mais c'est pas comme si tu avais un field of view différent dans le casque et ailleurs. C'est parfaitement transparent et aligné. Genre là, tu ne bouges pas dans l'espace pour moi quand je fais ça. Tu vois? C'est incroyable. Et, What the fuck? et par-dessus ça, j'ai ici une interface qui ressemble tout simplement à une version custom d'Android. Je me trompe, non? Et effectivement, derrière, c'est Android 12, sans la surcouche Google, tout à fait. Et tout simplement qui flotte dans l'air, voilà, qui est qui est au niveau de mon micro là. Alors, on a dû refaire le launcher, on a dû refaire Android en 3D. Donc là, tu vois des icônes d'application. Tu peux effectivement te balader dans les settings, etc. Pareil, avec les doigts, ça marche? Oh, là, je suis passé en VR du coup. T'es dans quoi là? Donc je viens de switcher en VR. Mais what the fuck? Ouais, et donc là, il est en VR. Donc normalement, tu es dans une pièce. Je suis dans une pièce spatiale. Voilà, tout à fait. Et pour les gens qui veulent faire que de la VR, tu peux fermer le casque. Je l'ai pas amené, mais on a une mousse aimantée qui vient t'occluder sur les côtés. Mais grosso modo, tu peux vraiment faire les deux. C'est l'équivalent si j'avais un Quest classique et je fais. Tu peux vraiment cliquer avec ton index. Avec le. Ah oui, c'est ça. Je vais y arriver. Ah voilà, c'est bon. Il faut juste capter la mécanique, mais c'est vraiment un tap. Ouais, bah si tu cliques avec ton doigt. C'est quel type de capteur qui détecte les mouvements de doigts comme ça? Et bah en fait, c'est la même approche qu'Apple, c'est des caméras infrarouges. Donc sur le casque là que Micode porte, il y a des petites caméras bleutées. Ouais. Et ça, c'est des caméras infrarouges qui vont avec des lampes infrarouges illuminer tes mains. Et quels que soient les bijoux que tu portes, la couleur de ta peau, on va les trouver dans l'espace à 180 degrés. Et tu vas pouvoir faire des tâches. Lancer une appli. Qu'est-ce que t'as fait? Où est-ce que t'es là? J'ai tourné le dos 2 secondes, t'as vu? Pardon. Voilà. Wow. T'es dans quoi là? Oh, pardon. C'est-à-dire que là, il y a une personne supplémentaire autour de cette table. Ah oui. T'as lancé une démo volumétrique, ouais. Et j'ai exactement lancé une démonstration au hasard. Et là, j'ai un monsieur avec un casque qui me fait coucou. Ah, t'as lancé la démo Blocks. Donc c'est effectivement un petit tutoriel. Hey there, wave to get started. Oh, ça déclenche un truc. Welcome to Blocks. Vas-y, tu vois. Je fais la transcription. Use your hand and pinch to set the height of the floor. Ah oui, ok. Donc là, mets juste la table à la table. Okay. C'est plus simple. Enfin, où tu veux, n'importe où. Ça parle du prix dans le chat? Ça parle du prix. Ça commence à 850 € pour les devs. Donc on est vraiment moins cher que le truc d'Apple. Okay. Et alors, argument massu, pendant qu'il est en train de s'amuser, tu m'as dit en off que c'est compatible avec des lunettes. C'est compatible avec des lunettes, ça marche avec ta tête. Mais ça, pour moi qui porte des lunettes, incroyable. En fait, les gens qui portent des lunettes, c'est 60% de la population en Asie, par exemple. Donc c'est-à-dire que si tu te coupes si tu te coupes dans un marché énorme, donc soit tu as l'approche d'Apple où tu as des inserts qui viennent se fixer sur les lentilles, ça coûte de l'argent, tu les perds, etc. Ou sinon tu as t'as ce qu'on fait, un design optique qui permet d'avoir les... On a perdu Micode. C'est complètement génial. Effectivement, c'est assez impressionnant. Et ça, je sais que c'est 1%. C'est juste, je viens de capter la physique. C'est juste le concept que tu peux avoir des objets qui interagissent avec le monde réel de façon très imbriquée. Je sais pas comment dire, mais c'est juste un nouveau concept à capter, en fait. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que c'est français, c'est qu'on a ce savoir-faire maintenant de faire des casques. Et donc, il va y avoir des annonces du gouvernement dans plusieurs semaines autour des technologies immersives, c'est cool. Trop bien. Mais voilà, faut rester près de tout ça. Et donc, ça s'appelle Lynx. Bravo à vous, moi je vous suis. Je suis content de te montrer le produit final parce que ça fait un moment. Mais oui, ça fait un moment. On était piou-piou la première fois qu'on s'est vu et t'avais testé un truc. Et à chaque fois qu'on se croise, il y a des étapes énormes qui sont franchies. Donc, franchement, bravo à vous. Grand bravo. Et à propos de technologie futuriste, si vous aimez ces sujets, vous aimerez forcément l'interview qu'on avait fait de Rémi, un jeune inventeur de génie qui nous avait montré son prototype incroyable d'écran qui ne marche pas avec la vue mais avec le toucher. C'est des toutes petites piques qu'on met dans le dos qui permettent de voir des interfaces de jouer à Trackmania ou à Minecraft. Ça paraît impossible et pourtant peut-être qu'un jour ça viendra remplacer l'écran de votre montre ou de votre voiture. Il faut vraiment voir les images pour comprendre, c'était dans cette vidéo.